Et les mafieux, ils en profitent parce que ça leur donne de l'importance d'aider des ordres. Voilà. Les mafieux, ils jonglent d'opportunité en opportunité. Ils vont là où va le vent, quoi. Parce que... Ils vont là où maintenant, c'est la différence des réseaux focards qui servaient la France pendant la guerre froide. Un président africain, il basculait du côté de l'Est ou de l'Ouest. Et il y avait des réseaux qui faisaient en sorte de le maintenir dans les réseaux de l'Ouest. Mais voilà. Le pacte de Varsovie, les réseaux de l'Est faisaient pareil. C'était de bonne guerre, je dirais. Maintenant, on n'est plus en guerre froide. Mais on commence à rejouer au même... On n'y est plus. Enfin, on voit à partir de ce qui se passe à l'Est actuellement qu'on Elle n'était pas juste en sommeil. Il y a eu une parenthèse 90, puis là, on est reparti. Mais ça fait l'objet maintenant, ça fait l'affaire de tous les mafieux, quoi, qui en Afrique, la mafia française, et puis tout. Quand on dit mafia française, on s'aperçoit qu'au Cambodge, le cœur, quand j'ai été, était des Corses, autour d'autres Français, mais vous avez des Anglais, des Allemands, de tout. Puisque les pédophiles, ils n'ont pas de nationalité, quoi. Oui, ils sont de partout. Ils en ont de partout, quoi. Donc ça, voilà, tout ça, l'actualité en ce moment, ça renforce un petit peu le business de pédophilie, de trafic, d'escroquerie, et les Templiers, ils jouent à ce jeu-là, quoi, en fait, indirectement. Ils jouent à ce jeu-là. Et donc, les Templiers, les associations templières donc, sont très impliquées apparemment dans... Mais en France, elles ont pignon sur rue, ces associations templières. Mais ce sont des associations de l'an 1900. Voilà, des associations de l'an 1900. Alors, on peut critiquer leur façon de mettre la cape avec la croix templière, etc. Mais c'est pas illégal. À partir du moment où c'est pas une société secrète. Et vous avez toutes ces associations, comme les associations de francs-maçons, qui sont immatriculées en préfecture. Ce sont les associations de l'an 1900 aussi. Loi 1900, exactement. C'est la même chose, finalement. Voilà. Maintenant, vous avez la franc-maçonnerie, à la limite, moi j'ai dit qu'ils étaient plutôt naïfs, qui se faisaient avoir. Les autres, c'est vraiment une volonté d'affirmer leur position religieuse face aux musulmans, quoi, en fait. Et plus ça ira, plus il y aura de Templiers, et plus ce sera les gens d'extrême droite qui vont se mettre dedans. En plus, oui, alors ils veulent faire revivre vraiment le choc des civilisations, mais c'est eux-mêmes qui initient ce choc-là, parce que choc des civilisations. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit Claude Ratignier? Saint-Jean de Jérusalem, Rhodes, ordre de chevalerie, martinisme. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non. C'est l'ordre de Saint-Jean, l'ordre écuménique de Saint-Jean de Jérusalem. D'accord. Alors vous avez le grand prieur, qui est en même temps le président d'un groupe immobilier, qui est en même temps associé à la caisse de dépôt de consignation. Alors c'est très intéressant pour les grands projets immobiliers, et qui a des sociétés au Cambodge où il s'installe au Cambodge. Et c'est lui qui veut installer une ambassade. Voilà. Il a déjà une ambassade, je crois, en Madagascar, mais c'est pas clair tout ça. Mais ce sont quand même des gens qui se déplacent avec c'est extraordinaire, avec un passeport diplomatique. Ils arrivent dans le pays. Français ? Ah non, c'est leur fameux ordre de Saint-Jean, mais je comprends pas comment c'est reconnu, c'est-à-dire ils se pointent à l'aéroport. C'est pas reconnu par l'ONU parce qu'ils bluffent des pays en voie de développement. Ils sont passés pour un pays, pour des diplomates. Alors ils ont quand même une île, ils ont quand même une île, un terrain. Ils ont un territoire. Mais c'est pas reconnu par l'ONU, mais je veux dire, on peut toujours avoir un territoire. Nous, Méta TV, on va devenir comme ça, République autonome bientôt. Donc, mais ça, la mafia, elle aime ça. Elle aime ces gens qui fantasment, qui se donnent un objectif, une idéologie. Parce que le mafieux, c'est quelqu'un qui se prend comme quelqu'un d'humain, quelqu'un de défense de la France. Et tout est utilisé pour défendre la France, quoi, en gros. Ah bon? Parce que moi, quand vous me parlez, j'ai l'impression d'avoir affaire à des brigands un peu dégénérés, criminels. Quoi. Mais avant, sous la guerre froide, c'était eux qui faisaient ça. Bon, leurs descendants, je dirais maintenant. Mais ils prennent la posture qu'ils veulent en fonction d'opportunités. Quand ils balancent à l'époque des dossiers sur un présumé attentat préparé par des musulmans qui sont au Cambodge, ils disent « nous, on sert la France ». On balance ça à des policiers français. Alors, je rappelle que le couple Aéripian, on dit partout Aéripian qui travaille pour la DST. Voilà. Donc eux aussi se valorisent. Nous travaillons pour la DST, nous sommes intouchables. Donc tout ça, c'est le système, quoi, en fait. Non, parce que ces gens-là, moi, quand on me parle, justement, je me demande bien quelles sont leurs motivations profondes, à part l'argent. C'est l'argent. L'argent, voilà. c'est le centre. Mais en ce moment, depuis 2011, depuis 2001, en fait, ils ont choisi leur camp.
Ça aurait été un autre camp, ils auraient choisi autre chose. Tout ce qui est opportunité pour faire du business et agrandir leurs tentacules micro. Ah, le micro, c'est enlevé. On va le remettre tout de suite. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc tout ce qui peut servir à rapporter de l'argent, ils n'ont pas d'éthique en fait. Ouais, c'est fini la France, les réseaux focars, tout ça, c'est fini. Tout ce qui sert à l'argent. Il n'y a pas d'éthique, et puis en plus, mais il y a une espèce de sauvagerie quand même, parce que vouloir enlever des enfants, avoir des rapports forcés, et puis aller jusqu'au meurtre, ça va très loin. Il y a eu un meurtre, avec un Français, c'est 4 enfants, dans les 2 dernières années. Et ce Français-là, qui vivait en parfaite harmonie avec les Cambodgiens, il se trouve qu'il a été guide pour un grand cinéaste qui a fait un film sur l'adoption d'enfants. Il a été tué. Vous voyez ? Il y a plein d'affaires comme ça en même temps où on découvre les dessous. Moi, j'ai travaillé sur le meurtre de Gilbert Jouve et un autre Français. Ils se déplacent au Cambodge en voiture, 2 Cambodgiens devant, eux ils sont derrière, et un pilote téléphonique tombe sur la voiture et les tue. Mais les 2 Cambodgiens n'ont rien. Vous voyez, quand vous regardez, vous avez plein d'affaires comme ça. C'est fantastique. Et vous avez un Corse qui travaillait pour Thomson, qui lui, très simplement, il m'a dit, moi je trouve des enfants pour les adoptants. Il trouve des enfants encore maintenant pour les adoptants, alors qu'il n'y a plus d'orphelins, pratiquement plus d'orphelins au Cambodge. Il faut être logique, les pays qui sont en guerre, qui sortent de guerre, il y a des orphelins. Mais la guerre au Cambodge, elle est finie depuis belle lurette. Il n'y a plus d'orphelins. Les orphelins, les vrais orphelins, ils ont au moins 30 ans en ce moment. Alors comment se fait-il qu'on puisse encore adopter des orphelins en Cambodge? Alors, plusieurs orphelins. Il y a quand même des orphelins, c'est comme en France, il y a des orphelins. Mais ça reste une destination privilégiée pour adopter les enfants, ou essayer d'en adopter. Il y a des fois des lois en France qui interdisent tout ça, mais c'est cyclique. Il n'y a pas d'orphelins au Cambodge. Il y a le réseau familial qui fait, il y a toujours une tante, toujours une... Et pourtant, il y a des gens qui font du business. Alors un enfant trouvé, c'est entre 5 000 $ et 20 000 $. C'est en fonction de l'adoptant. Parce qu'ils étudient la solvabilité de l'adoptant. Ça peut être 20 000 $ pour un Américain richissime. Alors en plus de ça, ils passent 1 mois à l'hôtel, où ce sont des hôtels qui sont affiliés aux gens qui vont trouver des enfants. Voilà, donc tout est business. Tout est business. Tout est business. Mais ça, c'est vraiment, là, c'est du trafic d'enfants, quoi, clairement, en fait. C'est du trafic d'enfants. Des gens qui peuvent acheter des enfants, parce que là, on parle... Oui, c'est acheté, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça, non, mais on achète un enfant, c'est ça. Ouais. On achète un enfant. Alors, il y a des fonctionnaires corrompus, ils attendent leur billet. Voilà. Et puis, il y a le Français qui... On le voit jamais, parce que c'est toujours un Cambodgien, hein. Ils sont très intelligents, mais ça se fait comme ça. D'accord. Mais ce qui fait vraiment froid dans le dos, c'est comment peuvent finir certains de ces enfants, quoi. Alors, eux qui sont enlevés, ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont choqués sur le chat. Alors, même si tous les francs-maçons ne sont pas méchants, il faut quand même se rappeler que la franc-maçonnerie est une religion satanique. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert Pike. C'est Hakim qui nous dit ça, concernant la franc-maçonnerie. Moi, je modérerais une religion. D'abord, c'est pas une religion, puisque vous avez en même temps, la franc-maçonnerie que j'ai étudiée, plusieurs courants de pensée. Vous avez quand même le Grand Orient qui se dit laïque, où ils arrivent à dire mort au curé à la fin. Vous avez la Grande Loge nationale française, où il faut croire en Dieu. Vous avez donc la franc-maçonnerie, c'est la représentation de l'État. Il n'y a pas une franc-maçonnerie commune en France. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays, mais la qualifier de religion, ça me paraît excessif, justement. Ouais, parce que, en tout cas, en Afrique, ils sont très implantés. Par contre, en Afrique... tous les présidents africains sont francs-maçons. Ça, c'est établi, certifié. C'est pour ça que la franc-maçonnerie utilisée en dehors de France a une importance beaucoup plus importante. C'est la franc-maçonnerie au Cambodge, où il y a des loges qui sont affiliées en Thaïlande maintenant. Vous avez, faut pas, à partir du moment, c'est une sorte de pieuvre aussi, hein. Quand vous avez une loge comme Nagara au Cambodge, qui a été créée par des Corses qui étaient recherchés pour des escroqueries en France, et qui commencent à échanger avec des loges en Thaïlande, vous pouvez pas dire que vous retransmettez pas la maladie, quoi, en fait. Voilà. Et c'est là où moi je dis, les francs-maçons sont naïfs. Ils peuvent partir d'un bon sentiment, comme les Templiers à la limite, mais il y a un excès, il peut y avoir un excès, il ne faut pas que ça dérive du tout. Voilà.
Alors on nous dit c'est pas prêt de s'arrêter ce trafic d'enfants, surtout avec les nouvelles lois pour les couples homo. Ouais, puisqu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai, moi on me le dit aussi, mais on a cette idée de se dire oui, les gens très riches pourront aller maintenant faire leurs courses, si j'ose dire, dans les pays plus facilement, quoi, qu'avant. C'est ça. Alors on nous dit quoi encore? Ça me fait penser à l'histoire du carton de Lille. Et DSK, notre vieil ami Dodo la Saumure, oui, en effet, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudra inviter des chômeurs RSA non déclarés. On entend que des gens qui savent, on est combien à pas savoir. Ah bah, Snyder, il est trop marrant, lui, il veut qu'on invite des gens qui savent rien. J'ai pas compris exactement ce qu'il veut nous dire. Franc-maçonnerie, c'est de la daube, la franc-maçonnerie, Bongo, franc-maçon et ses ministres. Bah oui, tous les... Bien sûr. Bongo était le chef de la loge, mais comme tous les gens, voilà. Qu'est-ce que vous me dites encore? Alors, je vois qu'il y a du trolling encore, ça va se régler tout ça. Alors, peut-on affirmer que le pilier du système mafieux, qu'il soit politique ou criminel ou les deux en même temps, c'est le chantage à la pédophilie et autres types de chantage? Ah oui, mais tous les chantages. C'est-à-dire que ça, c'est la... Je donne un autre exemple que j'ai connu. Il y avait une banque au Cambodge, à Phnom Penh. Le directeur de la banque, il s'est fait piéger. Pourquoi? Parce qu'il s'est rapproché d'un franco-cambodgien, monsieur 10%, ça s'appelle là-bas, on le trouve dans mon livre. Alors mon livre, c'est un résumé, celui qu'on trouve sur Internet actuellement. C'est qu'un résumé, c'est une version, c'était pas la version définitive. Hein. Et il loue sa maison, mais 5 ou 6 fois le prix de la maison. Et il fait payer à sa banque, à sa maison de mère, à Paris, 5 ou 6 fois le prix de la maison de location. Et il partage moitié-moitié avec le franco-khmer qui lui a trouvé cette maison. Voilà. Il se fait piéger, 2 mois après, les mafieux vont le voir. Mais c'est pas bien, on va faire sortir un article en France. À moins que vous soyez docile. Et c'est là où le directeur de la banque a ouvert tous les comptes de tous les expatriés français de Phnom Penh, où les mafieux ont regardé toutes les comment ils arrondissaient leur fin de mois, en gros, d'où ça venait, et ils ont pu faire chanter d'autres personnes. Vous voyez, donc c'est pas que la pédophilie, ça peut être les comptes en banque, ça peut être ça chantage, quoi. Dès qu'on a tout chantage, tout chantage, on a une information sur quelqu'un, voilà, immédiatement on l'exploite. C'est pour ça qu'au Cambodge, ils utilisent 10 policiers en permanence cambodgiens. Ils louent les policiers au ministère de l'Intérieur. Ils louaient donc 10 policiers, et à côté il y avait le lieutenant To et les policiers d'Active. Mais c'était eux qui louaient les policiers, l'organisation mafieuse. Et après, tous ces policiers partaient à la chasse au renseignement. Essayer de trouver des cibles. Et quand ils en avaient trouvé une, le gars qui présente sa carte de visite, qui dit « Moi, je suis chef d'entreprise en France. Moi, je peux tout acheter. » Hop, ils se mettent dessus et le mec est foutu. Ouais. Mais s'il n'est pas pédophile, hein, comment ils peuvent l'avoir? Ah oui, en le piégeant aussi. En piégeant, il y a toutes sortes de piégeages. Hein. Ouais. Parce que ça, comme on dit, on peut mettre de la drogue dans un oui, voilà, valise, le faire arrêter à l'aéroport à Phnom Penh et arranger l'affaire aussi. Mais on peut mettre de la drogue dans une valise pour montrer aux autres le pouvoir qu'on a de faire arrêter quelqu'un et le mettre en prison à vie. Ouais, parce qu'en plus, on peut très bien, imaginons, s'il y a des autorités corrompues, on enregistre notre valise, il y a un mec qui fout la drogue derrière, pareil, puis on va vous chercher, puis on dit oui, il y avait la drogue, vous dites mais moi j'ai jamais rien mis, je suis sûr qu'il n'était pas, mais on peut rien faire. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai eu des soupçons, moi personnellement, dans les 3 dernières années où j'étais au Cambodge, où j'ai continué à travailler sur ce réseau, j'arrivais à l'aéroport Charles de Gaulle, j'allais voir les douaniers, j'ai dit moi je travaille sur ça, je veux que vous ouvriez ma valise avant, fouillez. Il est possible que j'ai été piégé. Ah ouais. Parce qu'en même temps, ce qu'ils font, ils dénoncent. Ils téléphonent à Paris, par exemple, et telle personne arrive avec de la drogue. Et ouais, puisqu'ils travaillent à les services de police, ils se disent travailler à les services de police. Ils se donnent une honorabilité en même temps. Et puis vous vous faites arrêter, vous n'avez pas compris pourquoi. C'est possible. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Alors, bonsoir tout le monde. Le problème de la franc-maçonnerie, c'est qu'elle est le culte du secret. Quand on est intègre, qu'on a des intentions humanistes, on n'a pas à se cacher. Voilà, ça c'est ce que pense Nagal, voilà, qui dit, ouais, on n'a pas forcément besoin de se cacher si on a des bonnes intentions. Alors Eurasien, il dit, Monsieur Mercier a-t-il fait des rapprochements entre ces enquêtes et les réseaux de trafic de drogue et le blanchiment opéré par la CIA et l'OTAN en Asie du Sud-Est? Ouais.
Parce qu'on sait que, alors là, ça c'est établi, les avions de l'OTAN, la CIA servent à assurer le trafic de drogue en Afghanistan, qui est devenu premier producteur de l'héroïne mondiale. Ouais, parce que quand vous regardez la drogue elle passe par Phnom Penh, il y a aussi de la drogue. Mais comme il y a beaucoup de Chinois, par exemple les Chinois, dans leur soupe, ils mettent une petite boule d'opium. Ça leur sert pour agrémenter leur soupe. Ça c'est culturel en même temps. Donc vous avez la drogue qui passe par là obligatoirement aussi, puisque ça a toujours été de toute façon. Oui. Ouais. Mais alors pour bien, parce que l'histoire de l'opium, moi ce que j'ai su de cette histoire qui est assez incroyable d'ailleurs, ce sont les Britanniques qui ont amené l'opium en Chine. Ouais. Voilà, parce qu'ils voulaient, ils trouvaient que comme ils achetaient énormément de thé à la Chine, ils avaient une balance commerciale qui était complètement déficitaire avec la Chine. Ils ont menacé la Chine d'ouvrir ses frontières pour qu'on puisse vendre des produits britanniques. L'empereur de Chine a refusé, il a dit mais non, mais on n'a pas besoin de vos produits, puis on a fait la guerre, la fameuse, on a été envoyé des canonnières, quoi. Ouais. La France, la Grande-Bretagne. Mais plus récent chez nous, on a quand même, la guerre d'Indochine, c'est 45 000 prisonniers français, 36 000 ont disparu. Il faut s'en souvenir. 36 000 sur les 45 000 Sur les 45 000 qui sont morts dans les camps de concentration Viet Minh. Moi, avant 1954. De 47, en gros de 45 à 54. De 45 à 54. La bataille de Dien Bien Phu, en fait, Dien Bien Phu, moi j'y suis allé aussi, c'est une intersection du trafic de drogue. Pourquoi les troupes françaises, en 1957, se sont mis dans cette cuvette? Oui, parce qu'il paraît que c'est une stupidité d'un point de vue militaire. Ah ben non. À la limite, il y a 11 000 prisonniers français qui auraient pu sortir et même combattre à la baïonnette. De l'autre côté, il n'y avait plus que des gamins de 15-16 ans qui étaient armés, parce qu'ils avaient éliminé tout le monde, les Français. Mais le militaire français, il est aux ordres, donc il se rend, et sur les 11 000, 8 000 ont disparu, ils sont morts. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, Dien Bien Phu, c'est le croisement de la drogue. C'est pour ça que l'armée française s'est mise là, parce que le Viet Minh, il avait besoin de drogue aussi. Ah, parce qu'ils vendaient la drogue pour se financer. Voilà, on trouve encore des livres où on voit un adjudant français qui est chargé des plantations de drogue, jusqu'en 1954. Et le Viet Minh, le communiste, en fait, lui, c'est pas combattre le français, il voulait l'indépendance, d'après moi, pour les richesses du Vietnam. Les richesses du Vietnam, c'était la drogue. Et Dien Bien Phu, c'est la drogue. C'est pour ça que tous les Viet Minh sont arrivés dans cette cuvette pour déloger les Français. Mais c'était une très bonne idée, quoi, en fait. D'accord. Donc la drogue était déjà au cœur du trafic, déjà. De toute l'Indochine. Puisque je rappelle, en 1883, c'est Paul Doumer qui a créé la première fabrique d'opium. Et c'était la seule colonie où on arrivait à avoir un excédent budgétaire. Un excédent budgétaire, oui, c'est vrai. Ouais. On nous disait que c'était la perle de la France, la perle des colonies, évidemment. Ah oui, d'accord, je ne savais pas qu'il y avait le trafic de drogue derrière. Ça, on découvre des choses tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Le Pen père avait affirmé clairement être contre la franc-maçonnerie. Que pensez-vous du rapprochement, du changement de bord de sa fille? Peut-être un rapport avec le fait que l'on la voit partout, contrairement à son père. Oui, Marine Le Pen est un peu plus proche dans son entourage, effectivement. Moi, par exemple, je disais, même en 2004, où j'avais rencontré des mafieux là-bas, ils rigolaient de Le Pen. Le Pen, pour eux, c'est pas quelqu'un d'extrême droite. Oui. Le père, Le Pen. Je ne parle pas de la fille qui a démocratisé un petit peu, enfin qui a... Le Pen, pour eux, c'était un rigolo, quoi. Pour dire la mentalité des gens, la mentalité des gens et comment ils considéraient l'enfant, quoi. L'enfant de couleur. Oui, c'est ça surtout, il faut revenir à ça. Oui, parce que vous avez dit que c'était extrêmement racialiste, si j'ose dire, pour ne pas dire raciste. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'ailleurs? Alors, est-ce que... Ah bah oui, mais on l'a déjà demandé tout à l'heure, Antika qui me demande encore, oui, la question sur Florence Cassé, je l'ai déjà posée. Mais l'exemple de Florence Cassé, vous avez... On n'en parle pas, mais il y a des Français qui sont en prison un peu partout dans le monde. On a parlé... Et il y en a qui ont des 10 ans, 20 ans de prison. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires bizarres de gens, alors après qui clament leur innocence, des fois, mais souvent qui se retrouvent embarqués comme ça dans des histoires... Il suffit juste de savoir par où ils sont passés, qui ils ont côtoyé, pour essayer de démonter l'accusation, pour vérifier. Et puis les policiers, on parle de corruption dans le monde, la corruption, il y en a partout, de plus dans des pays que dans d'autres. Alors on nous dit, Monsieur Mercier, ne pensez-vous pas qu'il faille sortir de ce système gaulliste et interdire de nouveau la franc-maçonnerie et sortir des principes de 89 pour refonder la France? Moi je pense, moi je fais pas de politique. Vous faites pas de politique? Non, pas de politique, j'en fais pas.
Il y a du bon du côté gauche et du bon côté droit. Et dans la résistance, il y a des mouvements qui vous intéressent, des mouvements plus dissidents, comme, je sais pas, bon, j'ai envie de citer le MPEP, l'UPR, les partis qui sont, on va dire, on parle de partis de la résistance, parce ils développent une analyse, en tout cas, qui est... Mais à partir du moment où on essaie de faire l'unité, c'est ça qui, moi, je pense, qui prime en France, quoi. Ouais. Bon, mais maintenant, s'il faut passer notre République, il faut passer notre République, parce qu'un jour ou l'autre, vous voyez, on passe toujours d'une République à l'autre avec une guerre, avec des grands troubles. Est-ce qu'on est dans un grand trouble? Il faut voir. La France, elle est en ébullition quand même, le pays. Ouais, elle est en ébullition. On sent le pays, il est en ébullition. Mais il faut voir comment ça va se passer dans les années à venir, hein, c'est ça. Hein. Mais moi, vous savez, j'ai vu autant de choses mal et bien du côté de gauche que du côté de droite. Donc prendre position, c'est assez difficile, quoi, en fait. D'accord. Alors, on nous dit justement, l'affaire Hamid Bliza, ça vous dit quelque chose? L'affaire Hamid Bliza. Non. D'accord, c'est une affaire en cours à Draguignan, des enfants qui ont dénoncé des faits de, j'ai entendu parler. Pédophilie sur un juge, etc. Voilà, le père de la personne incriminée, sa femme, donc ont porté plainte et ont tous été dégoûtés. Vous savez, je vais vous dire, quand il y a eu l'inspection de gendarmerie, c'est en 2005, et a enquêté sur l'affaire de pédocriminalité que j'avais lancée. Ils ont convoqué un juge, et le juge a confirmé que ce que j'avais dit était crédible et qu'il avait entendu pareil à pleine peine lors de son passage. Mais il n'a pas pris de mesures. Non, mais lui, il a été... Ben oui, mais... C'est ça qui nous... Si vous voulez, en France, quand vous portez pas plainte, la police fait pas suite. Imaginez-vous au Cambodge. Imaginez-vous au Cambodge. Vous pouvez même voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand les autorités sont corrompues, quand etc. Vous ramenez ça en France, vous êtes traité de fou. Moi, on m'a demandé de passer sur un psychiatre une fois. Mais comme Madame Borel. Madame Borel, on a failli autopsier au niveau psychiatrique son mari qui était mort, quand on regarde dans le dossier. Ah ouais. Ils ont fait une autopsie, c'est ils sont forts là. Ils ont menacé pour étudier comment était son mari au niveau psychologique. Moi, on m'a dit, mais je suis ressorti tout à fait correct, mais on a essayé de me déstabiliser partout. Depuis 2000 où j'ai mis les pieds là-bas, ou il y a 3 dernières années où j'ai passé au Cambodge, on a essayé tout. Hein, tout. Parce qu'ils essayent, là, c'est une question, c'est aussi qui revient, parce qu'on dit ils essaient de vous casser, et comment vous faites pour tenir le coup? Parce que, là, par exemple, vous avez des pressions, je passe au tribunal de commerce pour pas avoir un téléphone portable, soi-disant, c'est un faux en plus, hein, à une société française qui emploie IMSIP, le fonctionnaire corrompu. Cette société française qui a écrasé un gamin sur la route entre Phnom Penh et Battambang et qui a fait un délit de fuite. Était au volant le directeur de cabinet qui s'appelle Samphi Pho, du ministre de la Justice cambodgien. Et il me trouve en ce moment que ça pour m'ennuyer. Mais c'est vrai que ça m'ennuie. Je dois payer un avocat. Depuis 2000, j'ai payé 20 000 euros d'avocat. Depuis 2000. Ah oui, pour tous les procès qu'on vous a fait. Mais pour des bêtises. Hein, pour des bêtises. Et en France, c'est du harcèlement. Si vous ne vous protégez pas, vous êtes fautif. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas bien vous protéger. Et même en prenant des bons avocats, il peut arriver qu'on oublie les dossiers. Bon, donc j'ai encore quelques petits soucis, mais c'est rien par rapport à ce qu'il pourrait faire contre moi. Donc il ne peut rien faire contre moi parce que je dénonce. Et en plus on dénonce, plus on est à l'abri. C'est ma façon de voir. Oui, c'est une façon un peu de vous protéger quelque part, donc d'exposer votre affaire. Parce que plus vous l'exposez quand même, plus quelque part on vous connaît, c'est une forme de protection un peu. C'est une forme de protection, effectivement. Ouais. C'est une forme de protection et puis c'est une forme de conviction à défendre en même temps. Ouais. C'est tout. Hein. Voilà. Moi, quand je vois que les gens, c'est la totale impunité, mais totale impunité. Parce que vous êtes au courant quand même aussi, j'imagine, les problèmes qu'on entend parler de ce genre de réseau en France, ici même. Bien sûr, ouais. Un réseau pédophile, d'affaires de magistrats corrompus. Alors, ces affaires de chantage en plus, on en a entendu parler par exemple dans l'affaire des enfants Roche qui dénoncent ce que leur père a subi à Toulouse dans l'affaire Allègre, où il explique, mais
tout à fait ce que vous avez expliqué, puisqu'il disait, oui, j'ai participé à des parties fines où on avait amené des enfants, puis il y a des gens qui prenaient des photos avec des caméras, etc. Et ensuite, on vous tient. Vous êtes terminé parce qu'on a tous ces documents sur vous, donc vous êtes obligé, même si un jour, surtout le jour où vous voulez peut-être vous révolter ou aller dans le sang. Voilà. Même, on peut aller plus loin. La personne meurt, vous avez quand même des enfants qui veulent défendre l'image de leur père et tout, mais ils peuvent. On peut continuer le chantage. Ça dépend à quel niveau, mais on peut toujours tenir quelqu'un, même sur au moins une génération derrière. Quoi. Vous voyez, tout ça, je l'ai appris de l'intérieur, de l'intérieur. Comme on parlait de satanisme ou de franc-maçonnerie ou de templier, moi j'ai assisté avec mon patron mafieux, quoi, à une initiation. On était habillés en noir. On avait mis des bureaux avec des bougies, on avait fait rentrer la personne, il avait lu un texte qui me semblait complètement incompréhensible, du vieux français, et il a juré de fidélité à Triangle Link, qui est devenu Solaris, dont la société existe toujours en France, hein, la société mère, hein, qui a totale impunité, où on trouve toujours celui qui a amené les caméras miniatures pour piéger les gens, qui vend toujours des caméras en France. Voilà. Donc ça a glacé le dos, quoi, en fait. Hein. Hein, quand on ne connaît pas. Ouais, parce que là, parce qu'après, là, ouais, même lui, par exemple, qui rentre dans ce genre de société, il est piégé aussi quelque part, parce que il avait donné 50 000 euros. 50 000 euros pour droit d'entrée en liquide. Un truc extraordinaire. Hein. Un patron de casino, hein. Corse. Mais il s'était fait complètement piéger. Mais c'est quoi son intention? C'est quoi? C'est de l'affairisme? Pourquoi il rentre? C'est quoi sa motivation? Parce qu'il c'était compliqué, parce qu'il avait travaillé pendant 6 mois. Et moi, il m'avait dit, après les mafieux, tu vois, Mercier, celui-là, il peut tuer pour nous maintenant. Il avait travaillé pendant 6 mois. Donc, il était d'accord pour tout faire. Et il lui avait fait miroiter qu'il servait les services de renseignement et lui avait donné un grade de commandant. Avec pratiquement je sais pas, je suis persuadé qu'ils ont donné une petite carte service de renseignement français. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont mythomanes, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient dans la vie, et puis ça leur permet de rêver, de servir à la France. Ça rachète une vie. Voilà, où ils sont blasés. Le gars, il avait 32 ans, il était blasé, il avait plein de pognon, il savait plus quoi en faire, il achetait des voitures de course dans le sud de la France. Ben, ça lui faisait plaisir, on voyait qu'il était heureux. Et je suis persuadé, alors qu'il m'a dit qu'il avait été interrogé par les renseignements généraux de l'époque sur cette affaire, il m'a dit, je suis allé le voir il y a 4 ans, hein, du côté du sud de la France, non, je m'en mêle plus, j'ai vu que c'était des baltringues, mais je suis sûr que c'est pas vrai. Parce que la manipulation mentale, elle va loin, quoi, en fait. Et ils peuvent donc tenir tout un tas de gens comme ça. Voilà, on nous dit, le réseau du trou est-il encore en activité, notamment en France? Bah écoutez, ça... Ça, un réseau, c'est tellement tentaculaire. Imaginez-vous, en 2000, moi j'ai vu une quarantaine de pédophiles en 2 mois se faire piéger. Chacun devait ramener 10 pédophiles en tourisme. Voilà, c'est 2000, hein, je parle. Hein. Et là, je suis reparti au Cambodge. Comme je vous dis, les 3 dernières années, je les ai pratiquement passées au Cambodge. Entre le Cambodge et la France, c'est toujours pareil, quoi. Et en plus, ça s'est structuré. Ouais. Et quand vous écrivez maintenant, même maintenant, ils ont réussi à mettre le traducteur au poste clé. Quand vous envoyez une lettre, par exemple, pour vous plaindre des droits de l'homme, etc., c'est ce fonctionnaire corrompu qui la traite. Donc c'est le traducteur officiel pour le gouvernement. Oui, c'est le traducteur officiel du ministère de l'Intérieur. Mais même quand on leur dit bien, c'est lui qui fait la traduction ou quoi? Non, quand il y a eu des gardes à vue dernièrement, il y a une garde à vue, une jeune fille qui s'est fait tuer. Au mois de janvier de l'année dernière, c'est lui qui a fait la traduction. Mais il faut savoir que le Khmer, même s'ils enregistrent la conversation en Cambodge, pour voir si on traduit bien, le Khmer a plusieurs significations. On peut toujours modifier un petit peu, arranger. Et vous avez, moi une fois j'avais pris une Khmer pour faire la traduction avec un général de police sur une affaire de meurtre. Et elle n'a pas voulu tout traduire, donc elle a biaisé la traduction, parce que c'était vulgaire. Voilà, mais c'est ça, quoi. Il faut le voir. Il faut comprendre le Cambodge. Par exemple, tout ce qui est traduction sur le sexe, en fait, à la place de sexe, ça sera fleur. Parce qu'ils n'osent pas dire sexe. Vous voyez, ça sera fleur. Mais ça biaise toute la traduction, complètement. Et même si on est juste à la traduction, on peut quand même donner une signification qui est autre.
Et le dernier garde à vue dont j'ai pris connaissance, ben, à côté, vous avez un Belge qui a été pratiquement accusé de meurtre d'une Française. Et vous avez à côté un directeur d'un groupe immobilier qui assistait à la garde à vue, ce qui est complètement illégal. Hein, et le traducteur qui faisait partie de ce groupe immobilier à 2000 $ par mois. Alors que les gens qui travaillent dans le textile au Cambodge sont payés à peu près 60-70 $. Lui, il touche 2000 $ tous les mois du groupe immobilier, il va faire une traduction sur une garde à vue, et à côté, on a le directeur immobilier qui assiste à la traduction. Voilà. Ouais, ça fait froid dans le dos, on nous parle, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on nous dit, vous pouvez taper à la porte de Contre-Culture, ça se trouve, pour éditer vos livres et... Ah, c'est une bonne idée. Hein. Ouais. Parce qu'ils vous recevront certainement chaleureusement, sans problème. Et ben on arrive à la fin, je vois qu'il est minuit. Merci à vous de nous avoir suivis, tous ceux qui étaient sur le chat. Voilà, bon, il y aura des nouvelles règles, je vous préviens, sur le chat, des règles de modération qui vont se mettre en route, parce qu'on constate de plus en plus certaines dérives et certains excès, et qu'il va falloir prendre des mesures. Voilà, donc en tout cas, je vous en parle, mais on en parlera dans une libre antenne. Merci. Mais si on veut m'écrire, il y a une adresse internet qui figure sur les petits films que je mets en ligne en ce moment. Oui, on les a vus, on va en passer, ouais. Et puis moi, c'est vous d'ailleurs qui êtes fan de ces vidéos, tout ça? Oui, je fais, la prochaine fois, je fais l'assassinat de Monsieur Romagnoli. Oui. Je vais faire la corruption. J'ai à peu près une quinzaine de petits films en préparation, voilà, et puis je les fais au fur et à mesure. Et si on veut m'écrire et m'inviter même pas à discuter, hein, j'ai rien à y gagner, mais au moins diffuser l'information. Moi, je suis tout à fait... Donc vous avez un site internet aussi, on peut le rappeler? Non, j'ai pas un site internet, j'ai qu'une adresse internet. Parce que de toute façon, on me pirate des sites internet. J'ai pas besoin... Facebook, même pas, une page Facebook, rien, non, mais c'est systématique. Hein. Alors là, je peux rien tenter là. Hein. Ah ouais, d'accord. Vous êtes dans la cible, comme on dit. Quand j'ai édité mon livre, mon blog a duré 48 heures. J'ai rouvert notre blog 48 heures après. Ils ont été fermés tout de suite. Il n'y a qu'un site du Sénégal où on arrivait à mettre des informations. Mais après, il y a eu des commentaires qui ont été postés, parce qu'il n'y avait pas de modérateur, avec mon nom. C'est la contre-information en même temps. Voilà. Donc après, on ne savait plus qui c'est qui faisait quoi et qui c'est qui disait quoi. Puisque les gens, je suis Bruno Mercier, je vous dis ça, etc. Et puis après, c'est parti dans tous les sens. Donc ils sont tout le temps à l'affût derrière Internet, il n'y a pas de problème. Ils étaient derrière, ils ont suivi ce soir, il n'y a pas de problème. Là, c'est sûr. On a toujours quelques agents qui nous suivent, on les salue. Il paraît que, enfin, on a eu vent, nous aussi, de rumeurs comme quoi les services de renseignement s'intéressaient à Meta TV. Bon, ils s'intéressent à tous les médias indépendants, de toute façon, à ce qui paraît. Bon, ce soir, a fortiori, ils vous ont vu, voilà, dans cette prestation. Et en tout cas, merci. Mais merci de vous être intéressé au sujet. Merci à vous d'être venus. De toute façon, on continue à vous suivre, parce que on voit bien que c'est une affaire qui va encore durer. Tout n'est pas terminé. J'ai presque envie de dire, ça commence presque, parce que ce genre de dénonciations, elles sont de plus en plus nombreuses. Il y a de plus en plus de gens. C'est bien, c'est une prise de conscience et les gens n'ont pas peur, parce qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Non, mais c'est ça, voilà, il faut ouvrir la parole, il faut vraiment... Complètement, et puis moi je pense que plus on en parle, plus on est protégé. D'accord. En tout cas, le message est passé, parce que ça, c'est un sujet qui vous intéresse et aussi qui nous intéresse hautement. Ces fameux réseaux pédophiles qui sont quand même une aberration et un scandale un jour sur lequel il faudra agir concrètement. Voilà. En tout cas, merci à vous tous, merci à la régie, avec Mikey, Stéphane, c'est le retour de Stéphane, il était en vacances, et tout le monde nous demandait, oui, mais il est où Stéphane? Mais il était en vacances, voilà. Donc vous avez la réponse, les curieux. Et puis, on se retrouve demain, et ce sera Alain Escada, président de Civitas, voilà, qui sera avec nous. Voilà, et en tout cas, merci Bruno Mercier, merci à vous tous sur le chat. On se retrouve demain, merci à tous, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous la régie. Merci.